Traditionnellement, ce qu'on appelle la masterclass données énergie, donc c'est destiné à toutes les structures notamment qui soit territoriales, soit qui accompagnent les territoires pour vraiment avoir l'opportunité de pouvoir dialoguer directement avec les producteurs de données avec ceux qui sont derrière notamment l'open data, les données LTE-CV. Enfin voilà, on reviendra en tout cas sur l'ensemble de ces jeux avec un périmètre qui est particulier, en tout cas qui est propre à cette masterclass, qui est le périmètre des données électricité et gaz. Donc il y a quelques questions auxquelles on répondra qui sont un petit peu à côté de ce périmètre, puisqu'on a eu des retours sur des jeux de données qui ne correspondaient pas exactement aux données électricité et gaz, donc on y répondra néanmoins. Mais en tout cas, là, c'est spécifiquement sur ces données-là. Donc, c'est un webinaire d'ailleurs qu'on pourrait tout à fait élargir à d'autres sujets, si d'autres structures, acteurs, producteurs de données souhaitent travailler avec le RAR pour diffuser un autre webinaire sur d'autres thématiques, qu'ils n'hésitent pas. Donc ce webinaire va durer 2 heures, 2 heures à l'occasion duquel on reviendra sur notamment toutes les questions qui ont été posées lors de la procédure d'inscription, puisque c'est un fonctionnement qu'on veut assez interactif. Donc, juste avant de donner la parole à Olivier qui prendra ensuite la suite de l'animation de ce webinaire. Donc je rappelle un peu les différents éléments. Donc ce webinaire, effectivement, on mobilise les experts côté producteurs de données. Donc il est organisé à partir des questions et des besoins qui sont remontés. Donc on a diffusé un questionnaire en amont, donc on va y répondre tout au long de ce webinaire. Sachez que ce webinaire est enregistré et donc on diffusera à la fois les supports, le replay qui seront en ligne. Donc les replays des autres webinaires sont déjà en ligne et celui-ci sera accessible une fois qu'il sera dans la semaine suivante, en tout cas sa participation, son organisation. Voilà, mais écoutez, sans plus attendre, on va présenter les différentes structures organisatrices et je vais laisser la parole à Olivier. Donc, pour ma part, j'ai commencé à me présenter. Donc, Thomas Paysan-Leroux, je fais partie du réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, donc qui fédère notamment les agences et observatoires régionaux de l'énergie et du climat. Donc ma structure, en tout cas, regroupe des acteurs qui participent de la donnée, puisque notamment toutes les structures qui sont membres du RAR ont des plateformes régionales qui diffusent de la donnée. Une partie de ces données-là sont des données issues de l'open data, donc de l'agence Auré et de Audrey. Et donc, je laisse la parole du coup Audrey pour se présenter notamment. Bonjour, Samia Chemali, donc côté RTE pour Audrey. Je suis accompagnée d'Anan Saimi pour la partie registre et de Carole Lafont côté Natran. On va pas mal parler des données sur Audrey. Donc Audrey, c'est une plateforme multi-énergie, gaz élec, multi-opérateur, vu qu'on est 8 membres partenaires, et multi-réseau, donc distribution et transport. Et on met à disposition sur Audrey des données sur l'électricité et le gaz, ainsi que des données météo et un certain nombre de data visualisation. Donc, comme je l'ai dit, on est 8 membres partenaires, donc RTE et Natran, qui ont été rapidement rejoints par les 6 autres, donc Terega, France Biogaz Mobilité, Weather News France, Elendis, Storengy et Dunkerque LNG. Donc sur Audrey, vous avez dû le voir, on a énormément de jeux de données, on a un peu plus de 200 jeux de données sur 9 thématiques de consommation, production, stockage, mobilité, sur les territoires et régions, nos infrastructures, l'environnement, les données de marché et la météo. Donc, en tant que membre et producteur de nos données, donc on en garantit ainsi pour les parties prenantes
leur qualité, continuité et surtout disponibilité. Donc pour ces données qui sont indispensables et notamment à l'élaboration des politiques énergétiques, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Donc voilà pour Audrey, je laisse la parole à Olivier pour, présenter le RAR, l'agence Auré. L'agence. Ouais. Bonjour à tous, Olivier Jarret, donc directeur des opérations de l'agence Auré, accompagné de Vivien Forgeot, que vous voyez. L'agence Auré, c'est donc une association qui fédère les 125 distributeurs d'électricité et de gaz en France. C'est un guichet unique et gratuit qui propose une vision globale de la distribution en France. Alors, entre autres rôles, l'agence a un rôle de collecte. Elle collecte pour le compte des gestionnaires de zone de distribution les données de consommation et de production, qu'elle envoie ensuite au SDES. Et notre particularité, c'est qu'on essaye après de proposer une vision complète de la donnée d'énergie, élec et gaz, sur l'ensemble de la France. On y viendra un tout petit peu après, puisque beaucoup de questions vont se poser autour de quelle est la différence entre l'agence Auré, Audrey et les différents distributeurs ou transporteurs dans les données qui sont publiées. Voilà, donc on vous expliquera ça un tout petit peu plus dans le détail. J'ai le plaisir d'animer ce forum en collaboration donc avec mes collègues du RAR de Audrey et des différents experts que l'on va vous présenter tout de suite après. Vous retrouvez ceux qui viennent de parler, donc moi-même, Thomas et Samia, Carole qui parlera un peu plus tard, et nous avons comme experts Maud Trepamarty d'Enedis et Margarita Canan qui est de GRDF, et qui vont donc répondre aux différentes questions qui ont pu être posées au cours du questionnaire qui vous a été envoyé. Tout à fait. Ouais. Non, vas-y, je te laisse. Ouais, tu peux passer au slide suivant juste pour Ça marche. qu'on présente le sommaire. Donc, on a découpé le sommaire en fonction des typologies de questions autour des données. Donc, on va commencer par les données de consommation. On suivra sur la production, un petit point spécifique sur le biométhane pour finir sur les infrastructures. On aura une petite question, un petit point de échange, questions, suggestions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, dans le fil de discussion, de telle manière à ce que on puisse soit vous y répondre directement si on a la question, la réponse tout de suite, soit on répondra un petit peu plus tard et donc ça fera partie du question-réponse qui accompagnera ce support qui vous sera mis à disposition. Si on a, alors comme on est nombreux, on évite de laisser tous les micros ouverts et de poser des questions en direct parce que sinon c'est compliqué. Par contre, voilà, si on a quelques précisions à avoir, vous pourrez les apporter en direct si besoin. Exactement. C'est parti. Eh ben, on va commencer par les données de consommation. Alors, sur le premier point, c'est un regroupement de questions plutôt qu'une question particulière qui a été remontée autour de la méthodologie qui est utilisée et des écarts entre les différentes jeux de données de consommation annuelles et qui sont accessibles sur les différentes plateformes dont je vous ai parlé. Donc, il y a l'Open Data de l'agence Auré, d'Enedis, de GRDF, d'Audrey également, des supports du SDES. Alors déjà, pour repréciser ce que sont les données de consommation, et d'où vient en fait la publication des données de consommation. C'est la LLTCV qui, dans le Code de l'énergie, prévoit que les gestionnaires de réseau remontent les données de consommation annuelles au SDES, donc le SDES étant l'opérateur de statistiques du ministère de l'écologie. Et donc, les gestionnaires de réseau sont à la source de ces données. Donc, ceux qui font remonter les données, ce sont les gestionnaires de réseau, qu'ils soient de distribution ou de transport. Et derrière, le SDES doit publier ces données à 4 mailles. La maille adresse, la maille IRIS, la maille EPCI et la maille région.
Ensuite, chaque gestionnaire de réseau, en fait, peut et valorise ces données de différentes manières. C'est-à-dire qu'ils les envoient au SDES, mais derrière, ils peuvent avoir le souhait de mettre en valeur leurs données pour essayer de répondre aux besoins des utilisateurs. Et chacun a un petit peu sa méthodologie qu'il applique différemment, d'où la complexité des fois pour les utilisateurs de s'y retrouver. Alors, pour essayer de vous aider au mieux, on a préparé un tableau de synthèse qu'on avait préparé l'année dernière et qu'on a mis à jour. L'idée de ce tableau de synthèse étant de vous expliquer pour les différents... Enfin, on n'a pas listé l'ensemble des plateformes, hein, mais en tout cas les principales autour de l'énergie et qui publient des données de consommation. Donc, vous avez la première colonne, le SDES, la deuxième, l'agence Soré, Enedis, ensuite GRDF et Audrey. Et à chaque fois, on vous présente quelles sont les données qui sont mises à disposition, les mailles qui sont disponibles. Vous voyez que chacun publie des mailles qui peuvent être différentes. Les millésimes, c'est-à-dire jusqu'où vous pouvez aller trouver les données, à quel moment on publie. Les périmètres, ensuite les référentiels géographiques qui sont appliqués, etc. Avec ça, alors vous voyez que ça peut paraître complexe, mais en tout cas, en fonction de votre besoin, l'idée, c'est que vous puissiez aller sur la plateforme qui vous convient le mieux. Alors, bien entendu, vous pouvez retrouver aussi pour les utilisateurs qui sont sur des zones ELD, certaines ELD vont publiés en open data, mais vous les retrouverez sur l'open data des GRD en général. Vous retrouverez leurs publications spécifiques. Mais avec déjà ces plateformes et ce tableau qui vous est présenté, vous devriez pouvoir vous y retrouver un petit peu mieux. Et bien entendu, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter les uns et les autres. Vous avez dans la présentation, vous retrouverez les contacts pour nous interpeller sur les différents sujets. Deuxième petit tableau, parce que c'est des questions qui remontent souvent. Alors, comme on est dans un webinaire expert, vous le savez forcément, mais voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus récents dans leur poste, il y a des règles de secrétisation pour les données annuelles sur l'article 179 de la LETCV, donc qui a changé en 2018. Ça commence à faire un petit peu, ça commence à être un peu tard, mais il n'y a pas eu de modification depuis. Donc nous avons pour les données de consommation, quelle qu'il soit la maille iris ou la maille adresse, nous avons des agrégats qui sont obligatoires pour tous les clients résidentiels et petits pros. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous de 10 points de comptage, on va secrétiser la donnée et au-delà de 10 points, donc on a suffisamment de données pour que le client, enfin pour garantir son anonymat en fait. Et donc à ce moment-là, vous aurez l'information. Donc ce qui fait que sur des lignes, vous pouvez retrouver des informations secrétisées, donc vous n'avez pas l'information quand la maille et le nombre de clients est trop faible. Ce qui n'est pas le cas pour les données entreprises, pour qui en fait il n'y a pas de secrétisation prévue. Et sur les données de production, alors c'est un peu plus large, c'est à partir du moment où vous êtes supérieur à 36 kVA, les données ne sont plus secrétisées. Voilà, si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à passer. Et on va tout de suite passer aux questions hein, qui sont un petit peu plus individuelles, dans le sens où je ne les ai pas regroupées dans cette présentation. On avait une première question, ou deux premières questions en tout cas, qui concernent justement l'échelle, qui souvent, alors on a traduit parce que des fois les questions étaient assez courtes, mais qui ne convenaient pas forcément sur l'échelle macro. Alors pour ça, je vais laisser dans un premier temps Enedis et Maud répondre en tout cas, au vu de la question qui a été posée, et puis peut-être derrière Margarita enchaîner pour GRDF.
Merci Olivier. Alors, tu as rappelé, Olivier, les règles de secrétisation. C'est ce qu'on appelle un peu chez nous le secret direct, c'est-à-dire ce qui est le plus évident. Mais il y a aussi le secret induit qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus indirect, c'est est-ce que je peux trouver par différence entre des consommations à différentes mailles qui s'imbriquent les unes dans les autres, est-ce que je pourrais retrouver des données sensibles? Et ça, c'est possible par différence entre, par exemple, la consommation d'une commune et la consommation d'iris composant cette commune. Si parmi tous ces iris, il y en a un qui est masqué, bah, si on donne la consommation de tous les iris de la commune, sauf celui qui est masqué, et la consommation de la commune, bah, par différence, on va retrouver la consommation de l'iris qui est masqué. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Du coup, on applique donc ce secret induit. Donc, on va être amené, soit dans l'exemple que j'ai donné, à masquer la consommation de la commune, soit à masquer la consommation de l'iris qui pose problème, qu'on voulait masquer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié les petites mailles parce que voilà, on a estimé qu'il s'agit des données locales de l'énergie, que c'est la maille locale qui est intéressante. C'est un parti pris. Et donc, dans le cas que j'ai cité, on va être amené au lieu de masquer, par exemple, un iris supplémentaire qui devrait être affiché, mais qui permettrait ensuite, par différence entre la commune et les iris masqués, de ne pas retrouver une maille trop fine, eh bien, on va décider plutôt de masquer le total de la commune. Bon. Ceci étant dit, ce qu'on fait, c'est que déjà, dans ce cas-là, on va quand même pas donner rien, aucune information sur la commune, mais on va donner un total partiel, c'est-à-dire le total de la consommation des iris qui sont affichés. Et en général, ce total partiel est quand même assez proche du total réel, donc on a une indication. Et par ailleurs, quand on travaille sur des mailles un peu plus grosses, et bien finalement, le foisonnement, si par exemple on est à la maille d'un département, le foisonnement des iris qui sont masqués au sein du département fait que le secret induit ne posera pas de problème. Et dans ce cas-là, on donnera la consommation réelle et totale du département. Donc, on a essayé de trouver un système de protection qui soit très protecteur des données sensibles, mais qui en même temps concilie le niveau local et le niveau plus macro. Merci. Margarethe, tu veux en rajouter? Non, reviens. Ouais. Oui, bonjour. Alors, en fait, c'est la même méthodologie côté GRDF, donc c'était très bien expliqué. Donc, je n'ai pas d'autres sujets à rajouter. Juste, nous, la commune n'est pas disponible en open data, mais donc l'ORAR nous a fait part de ce besoin-là et il y a une étude en cours côté GRDF pour rajouter cette donnée. Voilà. Merci. On va enchaîner sur la partie sectorisation des données. Alors là, on était plus sur le gaz naturel. Du coup, je vais laisser Margarita. Oui, répondre. alors, oui. Sur ces questions, donc, en open data, en fait, de par les contraintes réglementaires en termes de RGPD et de ICS, on publie des données de consommation agrégées. Et donc, sur certaines sectorisations très fines, on ne peut pas aller très loin. Et aujourd'hui, en fait, on peut quand même, en close data, faire des analyses plus fines de sectorisation. Donc en close data via une convention ou aussi si le titulaire donne son consentement à GRDF, enfin son consentement à vous, GRDF peut aller jusqu'à partager une donnée plus fine à la maille PCE avec une granularité infra-annuelle. Donc c'est via l'espace client. Et toujours en respectant, bien sûr, la réglementation RGPD et ICS, et aussi dans la limite de la donnée de sectorisation disponible dans l'OSI.
Et sur ce point-là, en fait, il y a des informations, un codage des typologies de bâtiments ou des installations qui n'est pas forcément toujours disponible dans l'OSI à la collecte de la donnée. Donc, typiquement, pour tout ce qui est RCU et serres agricoles, donc aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à toper encore cette information, mais d'après donc nos experts, par exemple, pour les serres agricoles, si vous utilisez le code NAF 011-3Z ou 011-9Z, donc 01, normalement, vous allez trouver une bonne partie des serres agricoles. Et pour pour les RCU, par exemple, c'est le code 935 qui peut aussi vous indiquer. Après, donc ces codes 9 ne couvrent pas tous les RCU ou toutes les serres. Donc voilà, c'est quand même à prendre avec précaution. Il y a un biais, mais ça peut déjà vous donner une certaine indication. Concernant donc la question sur le type de bâtiment, donc aujourd'hui, nous, chez l'ARDEF, en fait, on collecte, on a l'information sur le tertiaire public et tertiaire privé. On peut aller plus loin sur donc la segmentation type enseignement, sport, loisirs, culture, santé, mais on ne peut pas aller jusqu'à la maille médiathèque et gymnase, parce que c'est la question qui était posée. Donc, c'est une information qu'on n'a pas. Et sur la question sur l'équivalent de Rénaudit, aujourd'hui, on n'a pas un équivalent Rénaudit. De toute façon, la donnée de consommation est sensible. Mais après, encore une fois, en close data ou via l'espace client GRDF, si consentement il y a, c'est des analyses fines que nous pouvons réaliser. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Merci. J'avais peut-être un petit... Vas-y, Maud, ouais. Ouais, j'avais un complément éventuellement côté Enedis. Donc nous, on a effectivement les mêmes problématiques que GRDF pour identifier pour travailler sur la sectorisation. On a des sirettes qui ont la qualité qu'ils ont. On a essayé de faire l'exercice sur certains sites ou bâtiments publics, comme l'éclairage public. On a fait l'exercice sur les équipements sportifs et puis aussi sur des secteurs privés comme les data centers ou les consommations agricoles. On essaye par exemple, sur les équipements sportifs, on est parti d'une base de données publique du ministère du Sport et on fait des rapprochements d'adresses, on travaille aussi sur les raisons sociales, on fait des rapprochements de raisons sociales. Voilà, c'est pas évident. Et pareil, par exemple, sur les data centers, c'est pas évident. Et même en travaillant sur les rapprochements d'adresses, les raisons sociales, etc., ça reste des travaux qui sont assez complexes. Donc, c'est difficile de le faire de faire ces zooms ou ces éclairages sur énormément de catégories. On essaye de le faire au fur et à mesure. Et donc, on publie de notre côté des consommations de ces catégories, donc éclairage public, sport, data center et agriculture pour l'instant, sur l'Observatoire français de la transition écologique, qui est un produit open data, mais un peu avec des données qui ne sont pas brutes comme celles de l'open data, mais qui sont retravaillées sous forme d'indicateurs clés pour que ce soit plus facile à appréhender par les utilisateurs. Et on a un travail en cours avec la DHUP sur les consommations des bâtiments publics qui va peut-être nous aider à travailler sur comment améliorer justement les numéros de SIRET et les codes NAF de telle manière à pouvoir plus facilement travailler sur cette sectorisation. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail sur le sujet. Merci. Je vais passer à la question suivante.
Oui, question suivante qui est un petit peu en lien aussi, et qui est une question qui est assez souvent posée avec le lien avec le bâtiment. Peut-être, Maud, tu peux compléter ta réponse sur le sujet. Alors, c'est vrai que ce qu'on fait, ce sont des agrégats à maille adresse. Pour l'instant, on n'a pas facilement le lien avec le bâtiment. On n'a pas, et d'ailleurs, on n'a pas non plus le référentiel, on n'a pas le lien avec le RNB, on ne l'a pas actuellement. On travaille sur nos adresses en les normalisant, mais on se base sur les référentiels postales. On avait déjà parlé l'année dernière. On a des travaux pour faciliter l'utilisation des données avec la BAN, pour ajouter l'information ID BAN. Et voilà, on rencontre quand même des difficultés là-dessus. Et donc, on n'a pas ajouté cet ID ban l'année dernière, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas réussi à le faire suffisamment rapidement. Mais on souhaite le faire cette année. Voilà, on l'a bien en tête, on ne l'a pas oublié, on en avait parlé, mais ça nous prend un peu plus de temps que prévu. Margarita, tu veux compléter? Oui, côté GRDF, on a la même problématique. Alors aujourd'hui, on se base sur la BAN et on utilise Normadresse. L'usage de l'UID-BAN a aussi enfin, voilà, commencé dans l'OSI, mais donc en fait, là, progressivement, on est en train de généraliser l'usage de cet ID-BAN pour qu'en fait, on puisse croiser avec le référentiel des bâtiments et faciliter cette interopérabilité pour l'ensemble des études statistiques. Donc, c'est en cours. Voilà. Merci. Merci. Alors, sur la question suivante, on a une question assez large de besoin d'uniformisation sur les données de consommation par vecteur énergétique. Alors, je sais que Maud, tu avais tenté un début de réponse. Oui. Donc, nous, comme je disais, on propose l'open data avec des données brutes. On adhère à la démarche Open Data DGRD. On a fusionné nos catalogues de données. On propose aussi l'Observatoire français de la transition écologique, qui est une façon de présenter les données de façon un peu plus simple, sous forme d'indicateurs de la transition écologique. Et on a aussi des services en libre accès, comme Bilan de mon territoire, qui répondent à des cas d'usage précis qu'ont des utilisateurs précis, toujours pour faciliter l'utilisation de ces données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment uniformisé les données de ces différents produits pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que les utilisateurs ne se posent plus la question est-ce que c'est les mêmes données, lesquelles sont les plus fraîches, lesquelles sont les meilleures. En fait, ce sont les mêmes données et on se base sur les données de l'Open Data DGRD. Voilà. Et après, pour les questions qui vont un peu au-delà de l'électricité et du gaz, sur les carburants et la chaleur, c'est vrai que c'est des travaux qu'on essaye de faire. Notamment, on avait pris des liens avec les réseaux de chaleur pour essayer de trouver une façon de collaborer ensemble. Pour l'instant, c'est compliqué. On n'a pas réussi, en tout cas, à fédérer tout ça. Mais voilà, c'est des travaux qui continuent à avoir lieu. On s'est quand même beaucoup focalisé sur tout ce qui est électricité et gaz jusqu'à présent. Mais je crois qu'on y répond un petit peu après, je crois. Oui, alors après, on a plusieurs questions autour de la qualité de la donnée.
Alors, notamment dans un premier temps, les difficultés sur la maille adresse des distributeurs d'énergie et sur l'imprécision des données. Je ne sais pas si c'était Margarita ou Maude. Oui. En fait, globalement, sur la qualité de données, je pense on a la même problématique aussi sur la qualité des données adresses. Euh, En fait, enfin, même si on utilise norme adresse ou autre, quand la saisie de la donnée adresse à la base est erronée ou incomplète, enfin, on a du mal à pallier à ces problèmes de qualité de la donnée. Voilà. Donc, par exemple, si le numéro de la voie manque, c'est difficile. Voilà, on rattrape, mais on rattrape pas complètement cette incomplétude de la donnée. Voilà sur cette partie. Je ne sais pas si Maud était. Non, enfin, tu as très bien expliqué, on a les mêmes problématiques. Ouais, c'est des travaux que, enfin, Maud l'a expliqué tout à l'heure, hein, mais on essaye tous collectivement de trouver le moyen d'améliorer les données, mais ce sont des données croisées entre les données d'adressage de bâtiments, de NAF tout à l'heure, ce qu'on a vu, et les données après que les GRD enfin, GRD et les GRT peuvent transmettre, ce ne sont pas les mêmes acteurs, donc il faut arriver à faire en sorte que la qualité de données s'améliore partout pour pouvoir les croiser correctement. Et du coup, Thomas, sur Oui, Terhistory, tu avais une oui, alors question sur Terhistory, effectivement, il y avait une question sur Terhistory. Alors, il faut bien comprendre que là, on n'est pas forcément dans le même cas, le même exercice, donc c'est pas tout à fait les mêmes données. Les données que vous allez retrouver sur Terhistory sont des données qui, pour le coup, utilisent des jeux qui sont issus du coup, des plateformes, hein, que ce soit la plateforme de l'agence Auré ou d'Audrey, donc, et qui sont retravaillés ensuite de telle manière à pouvoir fournir des bilans territoriaux, donc sur des formats qui sont des formats encadrés, notamment sur le plan réglementaire, pour fournir du coup ce qu'on appelle les inventaires consommation, notamment en énergie finale et donc les bilans aussi en émissions de gaz à effet de serre. Donc en effet, sur Terhistory, en fonction des jeux de données, on n'a pas forcément la même possibilité d'accès aux différentes mailles géographiques et ça s'explique notamment justement pour des questions d'incertitude du coup, de résultats, les bilans sont amenés en fait à croiser différentes sources de données sur les émissions de gaz à effet de serre. Typiquement, on va croiser de nombreuses sources pour obtenir des résultats par secteur. On reste à ce stade sur des estimations. Ces estimations, en fonction de la maille géographique, elles ont une incertitude plus ou moins forte. Et ça explique que sur certains types de données, l'incertitude étant estimée trop importante par le producteur, l'accès en fait à ces données est pas rendu disponible. C'est des choses qui sont connues euh, et qui sont souvent effectivement problématiques, en tout cas considérées comme problématiques, mais c'est vrai que c'est un parti pris. Faut-il publier des jeux de données avec une incertitude forte de telle manière, mais avec un risque qu'elles soient considérées comme exactes, ou faut-il publier les données en mettant et ne pas publier les données en dessous d'une certaine maille géographique en considérant justement l'incertitude. Voilà, ça c'est toujours quelque chose d'assez cornélien en termes de diffusion de l'information. Voilà pour la question Terhistory, mais n'hésitez pas effectivement à nous poser des questions et directement à la plateforme, puisque je réponds sur Terhistory, mais en même temps, voilà, je fais partie du consortium et je n'ai pas forcément tous les éléments en main. Dernière question sur la qualité de la donnée, enfin surtout sur le fait qu'elles sont souvent anciennes
Du coup, Margarita ou Maud sur... Alors, donc nous, on essaye de publier ces données au mois de juin de l'année suivante sur sur le périmètre Enedis. Et c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour consolider ces données. Voilà. Ouais, pour compléter sur le périmètre ELD, nous, on collecte les données à partir du mois de mai et après, on les envoie au SDES donc fin juin. Et c'est vrai que nous, ce qu'on republie, ce sont les données qui, puisque nous, on ne fait pas de secrétisation, c'est le SDES qui gère la secrétisation pour les ELD qui ne l'auraient pas fait. Et donc, on republie les données qu'à partir du mois d'octobre, quand le SDES a finalisé son travail et a publié, donc fin septembre, les données. C'est vrai que ça décale d'un an quasiment, en général, mais on ne peut pas faire autrement à date. J'en profite d'ailleurs parce que c'était des questions, enfin ça fait partie des questions qui ont été sur le fil des discussions. Et en effet, je pense que j'invite ceux qui ont encore des difficultés à comprendre justement ces différentes dates de publication de millésimes, éventuellement à assister, parce que comme on l'a exprimé au début, ça c'est un webinaire vraiment expert, donc on vient sur des jeux de données en particulier pour des précisions sur des difficultés rencontrées ou sur des questions relatives au jeu. En revanche, on a également une autre présentation un peu plus généraliste qui explique, je me dirais, un peu plus en détail la mécanique de production et d'interaction de ces jeux de données. Donc ça explique aussi voilà, le pourquoi de certains jeux de données ça arrive plus tardivement que d'autres et quoi la différence entre consommation brute par exemple ou consommation finale, comment ça se répercute dans les différentes diffusions des uns et des autres. Ouais, on peut passer peut-être à la question suivante, Olivier. Oui, je vais commencer par la question sur la Réunion parce que, il est possible qu'il y ait des données qui soient passées à travers les mailles et que dans les publications qui soient faites, il en manque. Donc là, il est question des données relatives à la Réunion. Maintenant, pour qu'on puisse regarder et répondre concrètement, n'hésitez pas à nous envoyer directement sur notre boîte contact ce que vous avez constaté. Nous, ça nous permettra de revenir auprès d'EDF SEI qui gère la réunion pour essayer de voir s'il y a des erreurs qui ont été faites, des manquements, et puis on vous répondra sans aucun problème. Et sur la question précise, du coup, qui a été posée à GRDF, du coup, même si ce n'était pas marqué, a priori, le distributeur gaz sur la commune CGRDF, je laisse... Alors, oui, non, mais je vais prendre la parole parce que du coup, Oui. ça concernait plutôt un client côté Natran. On a échangé avec l'Observatoire d'Occitanie, donc je dirais c'est réglé. Il y avait une affectation de consommation qui a été affectée du coup au territoire de Bordère-sur-l'Éché. Et en fait, ça devait être affecté à Quincieux. Donc nous, on s'est rendu compte suite alors c'était pas la première remontée, mais à partir d'une autre remontée, on s'est rendu compte qu'il y avait eu du coup je crois, une trentaine de clients qui avaient été mal affectés. Donc, on a redemandé au ministère, au SDES, de refaire une publication. Pour l'instant, elle est toujours en cours. Mais voilà, il y a une trentaine de nos clients qui ont été affectés à des mauvais territoires sur la publication 2022. Alors, si la correction n'est pas faite par le ministère et que vous constatez sur l'année 2022 un client, enfin, disons qu'une consommation un petit peu anormale, vous n'hésitez pas à me contacter sur contact Audrey @Réseau Énergie. On vous remettra le contact dans la conversation. Mais normalement, ça devrait être prochainement corrigé par le SDES. Merci, Carole. Est-ce que tu passes à la suivante? Oui, la question Ouais. d'après sur les API de mémoire.
Donc, il y a eu plusieurs questions posées de différentes manières, mais j'ai synthétisé avec juste la question comment peut-on récupérer les API. Alors, en général, on a tous à peu près la même réponse. Je vais laisser Aude peut-être commencer et puis Margareta pourra compléter. Oui, merci Olivier. Effectivement, pour chacun des jeux de données publiés en open data, on a un onglet API qui est accessible, hein, qui est produit automatiquement par notre plateforme open data. D'ailleurs, hein, quand on charge un CSV sur la plateforme crée cet onglet API et donc voilà, ça permet de créer des requêtes à travers et travailler via les API plutôt que d'être obligé de télécharger les jeux de données. Aussi, pareil, pour chaque jeu de données, il y a un onglet API. Alors, côté... Ouais, je te laisse répondre, Caroline. Vas-y. Pardon. Donc, côté Audrey, c'est de la. Enfin, dès qu'il y a des données, en fait, dans un jeu de données, il y a bien l'onglet API qui permet d'accéder automatiquement. On a développé au sein d'Audrey un module tutoriel et on a une vidéo qui est dédiée sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle vous explique comment utiliser le module API. Très bien. Je passe après. Je passe après ou non, tu veux continuer? Oui. Ouais. Après, on est plus sur des suggestions autour des puissances sous-tirées injectées par poste source. Il y avait une première réponse d'Enedis sur le sujet. Oui. Alors, en fait, dans la délibération du TURPE 7 publiée en mars de l'année dernière, la CRE prévoit effectivement un indicateur relatif à la publication de courbes de charge de poste source en open data. Et c'est à compter du 1er août 2028. Il y a un objectif de 99% de nombre de courbes de charge de poste source dans les 3 mois par rapport au nombre total au nombre de courbes de charge de poste source publiées dans les 3 mois par rapport au nombre total de courbes de charge de poste source. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, ce sera mis en place à partir de 2028, c'est ça que... Oui, c'est ça, c'est le 1er août 2028. Parfait. Merci. Je passe à l'après ou non, pas encore? Oui, puis tu pourras garder la main puisque la question concernait les Me observatoires et finalement comment on peut alimenter un observatoire. Tout à fait, je viens de répondre en partie sur le chat, mais effectivement, donc pour ce qui est des observatoires, donc j'en profite pour faire un petit point particulier. Donc les données en tout cas les éléments qui vous sont présentés aujourd'hui sont donc issus comme vous en êtes aperçu des gestionnaires du réseau. Ces données, en effet, sont des données en consommation brute, donc il faut faire très attention pour les utilisateurs, c'est-à-dire les territoires qui utilisent ces données, qui veulent s'en servir dans des éléments de stratégique ou de suivi du pilotage de leur politique. Il faut bien comprendre les termes. Il y a des données de consommation brute sur le réseau, des données de consommation finale. Qui sont forcément des données qui impliquent des croisements entre vecteurs. Donc on l'a abordé un peu précédemment, mais pour obtenir des données en consommation finale, il s'agit d'affecter l'ensemble des consommations à l'utilisateur final. Donc dans les observatoires, vous allez retrouver, donc c'est l'objet de ma réponse, d'autres sources de données, donc d'autres vecteurs énergétiques. Et donc, ces données-là vont être croisées ensemble de telle manière à pouvoir produire des bilans selon une certaine norme, et notamment tout ce qui est production diffusée par les observatoires est fortement encadré par des référentiels techniques. Sur la consommation finale, il y a un référentiel technique national qui existe, qui s'appelle le guide PCIT,
qui est utilisé et qui, du coup, permet en fait ce protocole, cette méthodologie est suivie pour fournir des éléments en consommation finale. Sur la partie production, c'est identique, c'est-à-dire qu'on suit également des méthodologies identiques de telle manière à pouvoir produire également des bilans en production énergie renouvelable, tout vecteur confondu. Donc c'est vraiment le pendant côté observatoire, c'est que on agrège d'autres jeux de données, on traite d'autres jeux de données de telle manière à pouvoir fournir des bilans complets. Donc, ces données, elles permettent effectivement de rendre un certain nombre de services au territoire. Donc, les observatoires essaient de fournir des données avec une certaine précision, avec une fréquence d'actualisation régulière, de telle manière à obtenir à la fois des cartes précises sur l'implantation des sites de production, mais aussi des éléments qui peuvent permettre de pouvoir avoir des historiques complets, donc un suivi des consommations au fur et à mesure du temps. Voilà, donc les collectivités, après, sur l'utilisation des données qui vous sont présentées aujourd'hui, c'est des données sur lesquelles on peut par contre focaliser sur des bâtiments, on peut focaliser sur un certain nombre d'éléments beaucoup plus précis et beaucoup plus actualisés, puisque vous avez bien compris, pour faire un bilan consommation finale, ça nécessite du temps. Donc là, il s'agit pour les collectivités en régie de disposer de ces données-là de telle manière à pouvoir se saisir de ces données-là, alimenter des démarches de réduction, par exemple, des consommations, mais plus précises sur les vecteurs justement dont on parle, l'électricité, le gaz, et par exemple à l'échelle de quartier, à l'échelle de bâtiment. Ça, c'est tout à fait en fait l'utilisation qu'on peut imaginer de faire des données brutes sur le réseau électricité ou gaz. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu, mais pour bien situer en tout cas les différences entre les données dont on parle aujourd'hui et les données qu'on va retrouver sur les plateformes des observatoires. Et du coup, puisque tu es bien lancé, il y a pas mal de questions sur d'autres Oui, plateformes. Donc, on a Opter, mais il y avait d'autres plateformes aussi. oui, absolument. Donc là, alors c'est vraiment, on va un peu déborder du sujet, mais effectivement, une question qui était posée sur Opter, qui était relative au fait que un utilisateur se servait de cette plateforme-là, qui est donc typiquement une plateforme hein, qui va servir à diffuser les données d'observation de l'Observatoire régional en Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui est soumis à un certain nombre de difficultés liées à l'interprétation des éléments en fait qui concourent en fait à la méthode, c'est-à-dire que la notion de pouvoir de réchauffement global, c'est le PRG, la notion de scope, qui est une notion de périmètre sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur cette question-là, effectivement, sur les questions d'hypothèses associées aux méthodologies, PRG, scope, il y en a d'autres éléments en fait d'hypothèses ou en tout cas d'éléments qui sont relatifs à la construction de ces jeux de données-là. On parle d'approche cadastrale, on parle de consommation finale, d'énergie primaire, d'énergie brute. Donc tous ces termes en effet renvoient à des conventions de calcul. Donc ces conventions de calcul, en fait, elles permettent à l'ensemble des structures, notamment d'observation, d'avoir des règles communes à partir desquelles on produit des macro-indicateurs de suivi des trajectoires, donc tels que sont fournis dans Opter ou dans d'autres plateformes régionales. Donc, comme d'autres opérateurs, Atmo Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est l'opérateur qui suit cette plateforme-là et qui la met à jour, fournissent des données énergie-climat, voilà, qui sont diffusés donc, dans cette plateforme-là et qui s'appuient sur les référentiels méthodologiques dans lesquels justement vous allez trouver la réponse à vos interrogations, donc notamment le fameux guide PCIT dont j'ai fait référence. Donc c'est un référentiel national, allez regarder dedans et vous trouverez les réponses notamment à ces questions-là. Sur la production d'énergie maintenant, il y a des questions relatives au bois énergie, avec les difficultés rencontrées sur l'estimation de la production de bois énergie sur le territoire, notamment liées avec voilà, comment on fait pour savoir quelle est la part sur l'exploitation des forêts. Donc on sait effectivement que c'est une source d'énergie importante, c'est ce qui était indiqué dans la question, et donc quelle est l'incertitude relative à la consommation sur le résidentiel, à partir de quoi sont produites ces données-là, qui effectivement ces données hors réseau peuvent pas être comptabilisées en direct.
Donc sur ces sources de données-là, en effet, typiquement, c'est des données qui alimentent les bilans, comme je l'ai expliqué, des OREC, c'est-à-dire des observatoires régionaux de l'énergie et du climat. Donc c'est des énergies hors réseau, et là, effectivement, ce ne sont pas les mêmes types de données. On s'appuie beaucoup sur des données d'enquête, des données de type de l'INSEE, les données du CEREN ou des enquêtes bois domestiques fournies par l'ADEME. Donc ces résultats, en effet, ces sources de données-là sont un peu moins précises forcément que les données de réseau, mais leur qualité, on peut estimer qu'elle est suffisante pour suivre l'évolution effectivement des consommations par vecteur à l'échelle de l'EPCI commune. Donc c'est pour les ressources, puisqu'on parlait là de différentes choses, c'est la consommation ou les ressources. Pour les ressources associées, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui de pouvoir remonter jusqu'à la ressource primaire utilisée et à son lieu de localisation, enfin à sa localisation précise. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent actuellement. Donc je cite le FCBA, l'IGN, France Agrimer, certains observatoires, ils travaillent d'arrache-pied. Donc c'est des choses qui devraient arriver progressivement, je pense, dans les données dans le temps. Voilà, et Géodip, j'y reviendrai un peu plus tard, je crois qu'il y a une question qui est juste après sur Géodip. Et d'ailleurs, j'en profite, je garde la main, Olivier, sur Géodip. Donc, que j'ai scindé la question sur Géodip, effectivement. Donc, c'est une plateforme qui est gérée directement par le RAR, mais grâce au financement de l'ONPE. Donc, c'est une plateforme spécifique sur la précarité énergétique. Donc là, on rentre dans une autre complexité encore, puisque pour fournir des données sur la précarité énergétique, il faut croiser des données, à la fois des données de consommation et des données aussi fiscales, des données sur les revenus des personnes. Donc sur Géodip, sur Géodip, c'est effectivement c'est un modèle d'une assez grande complexité, et ça explique pourquoi les données de Géodip sont mises à jour. Donc elles sont mises à jour annuellement, mais seulement depuis 2 ans, et voilà, on espère que cet outil va s'enrichir, voilà, pour ce qui est de Géodip. Il y avait des données aussi sur des questions sur la séquestration carbone. Là, encore une fois, là, on va s'écarter encore un peu plus du sujet, mais est-ce possible de retirer les volumes annuels des émissions agricoles, ou est-ce possible en tout cas de faire cette jonction, en tout cas c'est sous-entendu dans cette question, entre les émissions de gaz agricoles et la séquestration. Là, voilà, point d'alerte, hein, séquestration, agriculture, bien évidemment, donc c'est des choses qui sont assez liées, mais il ne faut pas confondre, hein, ni potentiellement les additionner. Séquestration ou déséquestration, c'est un phénomène qui est lié à la dynamique en fait d'occupation des sols, qui est influencée notamment par la croissance forestière, mais aussi l'artificialisation des sols. Donc ces dynamiques-là, relatives à l'évolution notamment du taux de matière organique dans les sols, sont influencées certes par les pratiques agricoles, mais attention, puisqu'on ne peut pas forcément faire une jonction très directe. Il faut savoir que c'est des données sur lesquelles on manque encore pas mal de retours terrain. Donc les pratiques agricoles influencent certes les émissions de gaz à effet de serre, et aussi forcément l'évolution du carbone dans les sols. Et donc l'impact, en fait, c'est l'impact des pratiques agricoles qu'on suit dans les indicateurs. C'est vraiment ça que l'on suit aujourd'hui, sans pour autant faire un lien très direct entre les pratiques et l'impact qu'elles peuvent avoir en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, je disais, on s'écarte un peu du sujet, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions relatives à ces éléments-là, à interpeller soit les observatoires, soit les producteurs de données qui sont derrière à l'échelle régionale, soit éventuellement le RAR, si vous le souhaitez, je vous renverrai vers les interlocuteurs. Voilà, je vous laisse. Du coup, après, je pense que ça vous. On revient sur le sujet, je pense, Olivier. Oui, on revient sur le sujet. Alors, sur une remarque autour de l'évolution qu'a fait Enedis autour du bilan électrique, ce qui me permet de vous rappeler en même temps que sur le site de l'agence Soré, vous trouvez un forum expert qui vous permet de poser tous ces types de questions si vous ne savez pas à qui poser la question. Nous, on s'occupe de transmettre vers l'expert qui pourra vous répondre. Effectivement, il y avait une question qui date un peu maintenant, qui était autour des données de refoulement. Et après le travail d'Enedis, la question se porte sur quid du périmètre ELD. Et donc, c'est
une question qu'on a en tête, mais pour l'instant, on n'a pas ces données de refoulement. Donc, c'est une question qu'on aborde avec les ELD. Voilà, c'est pas dans les priorités du moment, mais on l'a toujours en tête. Donc, on verra comment on peut y répondre, mais pas tout de suite. Je vais passer à la Et question on va pouvoir après. passer aux données Oui. suivantes, et notamment les données de production. Alors, on a beaucoup de questions autour du registre. On a essayé de les cerner un petit peu, mais globalement, la première sont sur les difficultés rencontrées sur les données du registre. Et peut-être, Samia, je vais te laisser Oui, on va reprendre la main. apporter des réponses. Ouais. Ouais. Côté RTE, effectivement, on a eu énormément de questions sur le registre. Déjà, je voulais rappeler que vous pouvez revisionner les replays ou même reconsulter les supports des années passées, parce qu'on a eu pas mal de questions redondantes par rapport aux précédentes années. Alors, sur la première question, on nous remonte des difficultés sur le registre en nous disant que les choses s'améliorent tout de même sur l'exhaustivité, mais qu'il en manquait encore. Donc là-dessus, on voulait rappeler que le processus d'amélioration et de la qualité des données est toujours en cours et en continu, hein, et en collaboration avec les GRD, et que les GRD sont bien sensibilisés à la qualité et à la complétude des données, et qu'en parallèle, on a un travail conjoint avec l'Agence ORE, les Enedis et la DGEC sur une évolution du décret qui est en cours. Donc, sur les deux questions qui suivent, c'était principalement sur les filières et les correspondances, sur l'absence de normalisation de filière et la difficulté à faire correspondre le filière et combustible et technologie. Donc, là-dessus, sur les filières combustibles, on reprend les filières décrites dans le décret. Et qu'effectivement, il y a des échanges et des travaux en cours à ce sujet et que le sujet reste ouvert pour améliorer la qualité des données sur les filières. Et on a mis un exemple précis. Dans certains cas, on peut quand même faire correspondre les filières. Donc, le cas de bois énergie, qui correspond à la filière bioénergie et au combustible bois. Et on a une question un peu... Enfin, là c'est au cas par cas. Hein, c'est une personne qui remonte le fait qu'il y ait des erreurs sur des dates d'installation. Et là, pour le coup, il faut nous remonter. On vous invite à nous écrire directement, parce que c'est pour vérifier les cas en erreur sur ces installations-là. Je ne sais pas sur quel périmètre portent les erreurs, mais ça peut être à la fois du périmètre des ELD, d'Enedis ou côté RTE. Donc, nous, on fait le lien côté RTE avec Enedis et l'agence ORE pour pouvoir investiguer quand on a des cas en éventuel écart. Donc ça, on vous invite à nous écrire via le formulaire de contact. On prendra vos questions à la fin. Tu peux passer Oui, slide pardon, d'après. excuse-moi. Je suis Oui. en train de répondre. Alors là, on a un autre utilisateur qui nous remonte également qu'il a des difficultés sur la localisation des sites de production qui n'est pas précise et qu'il fait un gros travail manuel pour utiliser les données. On a cette question, on a le nom des installations qui ont tendance à disparaître. Donc ça, c'est la difficulté à recouper avec les noms d'installation. Donc on a effectivement des noms qui apparaissent à confidentiel. On a également des noms des postes sources qui sont parfois absents, et toujours dans les départements et régions d'outre-mer, et puis parfois en France métropolitaine. Là j'énumère toutes les questions, c'est assez dense. Et cette personne voudrait compléter les puissances avec les puissances réactives contractualisées. Et on a également des erreurs sur les catégories qui pourraient apparaître dans le registre sur les sites de plus de 250 kW en basse tension, alors qu'ils devraient être en HTA et vice-versa. Donc, il y a pas mal de questions dans ce retour. Donc, sur la localisation, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on répond au décret et que la maille la plus fine autorisée, c'est la maille RIS. Donc, on n'aura pas la localisation précise des installations. Sur les noms inconfidentiels, alors, il y a deux cas de figure. Les GRD remontent parfois des noms d'installation inconfidentiels
Et nous, côté RTE, on collecte les données telles quelles et on les consolide avec le périmètre RPT. Donc, on ne touche pas à ces données. Et et on vous conseille justement pour identifier les installations de recouper avec le code EIC, qui est unique et qui est plus fiable pour chaque installation. Et sur les noms confidentiels qui découlent de l'anonymisation, on a une règle de gestion qui anonymise les installations côté RTE. De notre côté, on a effectué une correction et normalement, on n'a plus de cas d'anonymisation à tort. Je ne sais pas si tu veux préciser la Oui, règle de gestion oui, sur oui. l'anonymisation. Donc, oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que les GRD peuvent remonter les noms directement confidentiels, alors qu'une année avant, ils peuvent envoyer un nom. Donc, on peut remarquer à travers le registre que le nom change, parce que nous, on est dans un cadre de versionning. Si ils envoient un nom en 2024, on l'affiche. S'ils envoient un confidentiel comme nom, on va afficher confidentiel dans le registre 2025. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, oui, pour anonymiser, nous, on se base sur les noms propres de l'INSEE. Donc, dès qu'il y a un nom propre qui figure dans cette liste, on force le nom à confidentiel. Donc oui, je confirme ce que Samy a dit. On anonymisé à tort. C'était un petit bug dans notre algorithme. Là, on l'a corrigé. Donc, on n'a plus ce problème-là. Alors, sur la puissance réactive, ça fait effectivement actuellement, ça ne fait pas partie des données échangées dans le cadre du décret. Côté Enedis, il y a eu un complément qui précise qu'on a également des travaux sur la qualité des données avec RTE pour la complétude des codes sur les postes sources. Sur les noms des postes sources absents, donc en effet, le registre, ça peut être lié à un problème de complétude de données pour les GRD qui est possible, et que sur le registre, néanmoins, on a tout de même l'information des codes sur les postes sources, conformément à ce qui est indiqué dans le décret. Et on a quand même précisé qu'on pouvait trouver le nom des postes sources en recoupant avec d'autres jeux de données dans Audrey, comme celui des sites et postes électriques. Je laisse la main à Enedis sur la question des catégories de tension. Oui. Donc, l'expert de la production n'a pas pu se joindre à nous, mais je vais vous commenter sa réponse. Donc, lui, ce qu'il a dit, c'est que il est tout à fait possible d'avoir des sites de plus de 250 kW en BT. Voilà, il a même précisé qu'on avait... voilà, donc ça, c'est possible. Par contre, dans l'autre sens, une installation de plus de 205... Alors, attendez, je me suis mélangée, je ne suis pas l'experte, ça se voit. Donc, il a marqué, nous avons de nombreuses installations de moins de 250 kW en HTA, donc ça, c'est possible. Par contre, une installation de plus de 250 kW en BT, ça, c'est pas normal. Donc, ça nécessite une correction. Et donc, il va regarder ces cas qui nous sont remontés dans la question. Si Je passe après, on peut-être. continue toujours sur le registre. Oui. Cette fois-ci sur Alors, encore une question très dense sur le qualité, registre, sur la qualité. Alors là, effectivement, on est plutôt sur la comparaison, sur les données d'énergie, donc les données de production qui manquent notamment pour les ELD, mais parfois aussi pour Enedis. Et la personne demande si un jour, ce qu'on prévoit d'avoir ces données qui soient disponibles un jour dans le registre. Donc là, sur cette première question, effectivement, nous côté RTE, effectivement, les énergies ne sont pas toujours envoyées par les GRD. Alors, dans ce cas-là, il y a le problème est soit technique, car les GRD n'ont pas de compteur par installation. Et dans d'autres cas, c'est que l'installation n'injecte pas sur le réseau. Donc, justement, la personne demande est-ce qu'on pourrait préciser justement ces deux cas de figure avec la précision que le gestionnaire n'a pas fait remonter l'info ou qu'il n'y a pas eu d'injection tout simplement sur l'installation. Effectivement, c'est une règle
qu'on a prévu de mettre en place pour différencier ces deux cas. Donc, mettre la valeur à nul quand la gestionnaire ne remonte pas l'info ou à 0 quand l'installation n'injecte pas. On a une autre question sur les installations électriques bioénergie, donc biogaz, méthanisation inférieure à 36 kW. C'est plus précisément sur les Hauts-de-France. La personne indique qu'il semble y avoir davantage d'installations en réalité que ce qui se trouve dans le registre, et demande si c'est lié à une question d'agrégation. Alors là-dessus, c'est pareil, il faut nous remonter au cas par cas le souci pour qu'on puisse investiguer. Mais on peut avoir une piste qui est le fait que les installations de moins de 36 kW qui n'ont pas pu être agrégées selon les règles détaillées dans le glossaire ne remontent pas dans le registre. Donc ça peut être un cas possible. Ou autre cas possible, c'est que les GRD ne déclarent pas l'installation ou ils ne la déclarent pas avec le bon combustible. Donc ça peut être différents cas de figure. Vous voulez Oui, compléter, oui. peut-être? En fait, on a souvent cette question. Moi, je veux juste faire un rappel de comment on fait l'agrégation. En fait, on fait un lot de moins de 10, on agrège un lot de moins de 10. Donc, s'il y a moins de 10, on n'affiche pas dans le registre. Donc, minimum 10 installations. Donc, par filière, code combustible, et par GRD, et par code IRIS en première agrégation. Si on n'arrive pas à faire par code IRIS, on remonte par département, puis par EPCI, puis par commune. Et donc, si on n'arrive pas à faire par commune, on monte au niveau national. Donc, s'il y a des différences, c'est parce que il y a deux cas. Soit on n'a pas pu agréger l'installation, soit elle est agrégée au niveau national. C'est ça qui crée des différences entre les jeux de données registres et nombre d'installations inférieur à 36. Alors, on a une dernière question, plutôt pour Est-ce que je pour passe Enedis. ou Oui. non? Ouais, Non, il y a oui, une c'est dernière Enedis. question pour Ah Enedis non, sur sur la même la slide. mise à Dernière jour question. de la plateforme. Oui, sur des incohérences entre les jeux de données de production d'Enedis en open data et le registre. Et c'est vrai qu'auparavant, on avait un jeu de données production qui était mis à jour avec des extractions de données qui n'étaient pas forcément faites en même temps que les envois de données pour le registre et qui avaient des incohérences. On a résolu ce problème parce que ce jeu de données de production, ça s'appelle jeu de données production par filière, qui a différentes mailles géographiques, s'appuie désormais sur le registre. Donc, il y a bien une cohérence entre ce jeu de données désormais et aussi avec les données que l'on publie dans l'Observatoire français de la transition écologique et le bilan de mon territoire. Vraiment, tout est cohérent maintenant au niveau des données de production avec le registre. Voilà. Très bien. Si on continue encore On sur le peut registre. passer au slide d'après. Oui, c'est bon. Alors, Merci. alors sur cette question, encore plusieurs questions en une question. Donc, on a la problématique des grandes installations. C'est pas forcément lié, hein, considéré comme confidentiel. Là, on en a déjà parlé un peu avant sur cette règle d'anonymisation et le fait que les GRD remontent parfois le nom de l'installation à confidentiel et qu'effectivement, les codes EIC sont peut-être un bon moyen de permettre le suivi pour identifier les installations. Alors, on a une autre question côté Île-de-France. Alors, une personne qui nous remonte le fait qu'on n'est pas cohérent entre le registre, sur le nombre d'installations de moins de 36 kW dans le registre pour le photovoltaïque, et l'autre jeu de données qui est le nombre d'installations inférieur à 36 kW. Et effectivement, on a fait l'exercice de comparer les deux jeux de données pour 2024 et 2025. On a bien ces écarts-là. Et en creusant, on constate effectivement que, par exemple, pour 2025, on a 7 installations en écart sur la région Île-de-France, sur cette filière, et que ça s'explique par le fait que certaines installs ne rentrent pas dans un lot d'agrégation, et elles sont donc exclues du registre.
Et pour d'autres installations, on retrouve le nombre de 7, elles sont agrégées à un niveau à une maille au-dessus, Au niveau qui est la national. maille nationale, donc elles n'apparaissent pas au niveau régional. Donc on retrouve l'écart en question également sur 2024. Alors cette même personne voudrait avoir un détail plus important sur la filière, sur le combustible bioénergie, avec l'exemple cité ici sur les déchets ménagers et les biogaz de station d'épuration, mais nous pourrions imaginer avoir du détail aussi pour que l'on puisse avoir facilement les sous-filières, ou alors créer une colonne type de site comme ce qui est fait pour le registre sur le gaz. Donc là, on y répond tout simplement en disant que la liste des combustibles est celle de l'arrêté. Donc on est tributaire de ce qui a été déclaré par le producteur au moment de la demande de raccordement. Et on précise qu'ajouter plus de précision peut générer une complexité supplémentaire à la saisie de ces informations à la source par les porteurs de projets. Et une dernière question sur oui, ajouter une colonne gestionnaire réseau afin de savoir sur quel réseau se fait l'injection. Donc effectivement, pour l'ajout du champ gestionnaire pour les agrégats. Donc ce point, effectivement, pourra être étudié dans le cadre de nos travaux en cours sur les évolutions du décret avec la DVEC. Donc c'est un point qui nous a déjà été remonté, donc techniquement c'est faisable, Oui. mais Dans il le faut que le cadre, décret évolue en ce sens. Ouais. dans le cadre de l'évolution du décret du registre, on l'a mis comme dans notre proposition en tout cas. On a idem une dernière proposition qui est d'ajouter dans le jeu de données nombre d'installations de prod de 36 kW par iris la puissance sur les installations, qui est une info supplémentaire. Donc la réponse est identique. Donc il faut faire évoluer le décret en ce sens. Tu peux passer, Thomas? Oui, je passe. Alors, on a une question qui est revenue, auquel on a déjà répondu effectivement aux précédentes masterclass. Donc, ça concerne les écarts entre le registre et les autres sources de jeux de données sur les prod parcs régionales par filière qu'on a sur Audrey. Donc, effectivement, il peut y avoir des écarts qui sont minimes. Donc, nous, on vous conseille de prendre le jeu de données sur les énergies, en tout cas, prendre le jeu de données des productions régionales par filière qui est plus complet, vu que la source du jeu de données production est enrichie par d'autres données du réseau public de distribution qui ne sont pas dans le registre, comme les courbes de charge, les estimations dans le cas de données manquantes, et l'ajout d'autres données comme les autoconsommations issues du ministère et des NEDIS, ainsi que les droits d'eau. Donc comme la source n'étant pas la même, on vous conseille de plutôt utiliser les bilans de production à la maille régionale. On nous demande également quelle puissance prendre pour justement, côté registre, pour être raccord avec les bilans en puissance. Donc, nous, côté bilan, côté RPT, on prend la puissance installée. Et pour la distribution, on prend la puissance rack raccordée, donc max rack quand elle existe, quand elle est même égale à 0. Sinon, notre règle, c'est de prendre la puissance installée pour le RPD. Et c'est la règle qu'on utilise côté RTE pour construire nos bilans. Et côté registre, vous avez les deux puissances qui sont présentes, donc vous pouvez utiliser cette même règle ou celle qui vous intéresse. Alors, on a eu une autre question concernant des différences entre ce qu'il y a dans le registre et les données du SDES. Donc, là, effectivement, on constate les mêmes écarts du fait que la source de données est différente et le SDES utilise le registre. Oui. Et d'autres sources de données avec des retraitements. Donc, si le SDES est présent, il peut compléter cette réponse. Et sinon, de la même façon, si vous avez un cas précis, on peut le remonter au SDES pour que chacun explique sa méthodologie, que tout le monde comprenne bien les différences qui sont réalisées, enfin qui sont constatées plutôt. En tout cas, dans le registre aujourd'hui, il manque la partie autoconsommation.
Aujourd'hui, Enedis envoie un petit périmètre d'autoconsommation. Donc, oui, il prévoit d'envoyer dans le futur tout le périmètre d'autoconsommation. Donc, peut-être ça va réduire un peu les écarts entre le SDES et le registre. Et on a demandé la même chose pour les ELD. Est-ce que ça rentre dans le cas du décret actuel du registre? Ça marche. Est-ce que je passe après? Oui, tu peux. Ok. Et du coup, on reste sur RTE, de retour sur le département de la Réunion pour des questions sur le PV. Oui. Alors oui, c'est RTE, mais effectivement, la donnée découle pour la partie PV, elle découle de ce qui a été collecté par l'agence Par des ORE, FSEI, par ouais, du tout à fait. FSEI et via l'agence ORE. Donc pour cette question, c'est pareil, il nous faut, pour pouvoir creuser et faire le lien avec du coup de FSEI et la collecte, voir nous envoyer les cas précis d'installations concernées pour pouvoir investiguer. Et côté géolocalisation, parce que la personne voudrait avoir la spatialisation des données. Donc c'est pareil, hein, on ne va pas plus loin que la maille RIS, qui reste la maille la plus fine autorisée par le décret. Il n'y aura pas de localisation précise de l'installation. Alors sur les deux autres questions, j'avoue que on n'a pas trop compris. Donc si la personne est connectée au webinaire, elle peut peut-être préciser sur comment sont alimentées les données de la CRE sur cette partie, ou la reposer de manière plus précise dans le chat. Oui, dans le chat, ouais. Ouais. Du coup, tu peux passer, Thomas. Oui. Et donc, on continue sur les données de production et encore sur une réponse d'RTE, toujours. Oui, alors Et explication puis sur après, les un petit différences. Ouais, complément d'Enedis, ouais. tout à fait. Donc, une personne qui voudrait une explication sur les différences entre les données de prod venant d'Open Data d'Enedis et celles venant d'Audrey, et qui constate des écarts à périmètre égal. Elle constate que la prod Enedis est plus élevée. Alors nous, côté RTE, c'est simple, on se base sur les productions déclarées par Enedis, qu'on enrichit par des modules d'estimation quand les données sont manquantes. Alors c'est pareil, il faut nous envoyer, je vous ai remis la balle RTE Open Data pour préciser la question et les cas de figure précis. Et savoir quelle est la part estimée d'autoconsommation dans les jeux de données. Alors là-dessus, l'info n'est pas disponible pour le RPD dans le registre. Par contre, sur la partie transport, elle peut se déduire en faisant la différence entre l'énergie injectée et produite. Et côté RTE, je précise aussi que sur l'autoconsommation, on a un module d'estimation et on travaille là-dessus avec le ministère pour échanger nos pratiques. Oui, j'ai un complément. Pour la part de la partie autoconsommée, nous, on a un module d'estimation qui se base sur les données publiques d'Enedis. Donc, si vous voulez, la partie parc, elle est bien publiée sur la plateforme d'Enedis avec les modalités d'injection. Donc, il publie un jeu de données qui est super intéressant, qui est le parc par niveau de tension et par département. Donc, sur cette répartition, vous pouvez savoir la part autoconsommée, en tout cas sur la partie capacité installée. Et à partir de là, vous pouvez déduire la production. Nous, on utilise ce jeu de données pour notre algorithme en appliquant un taux de charge pour la partie solaire et éolienne. Donc, vous pouvez faire le même exercice que nous si vous voulez vraiment estimer la part autoconsommée et la part consommée. Donc, on laisse Enedis compléter, oui. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le jeu de données production par filière qui donne l'énergie produite filière se source désormais sur le registre national des installations de production. Donc, même s'il est filtré sur le périmètre Enedis, sur le Open Data d'Enedis, mais il se source bien sur ce jeu de données. Donc il y a une parfaite cohérence. Et il y a aussi, comme tu viens de le mentionner, le mix par Enedis qui présente des données supplémentaires
effectivement, avec les modalités d'injection. Dans les cas d'autoconsommation, on a aussi l'information, est-ce qu'il y a du stockage, oui, non, en plus d'une filière donnée. Et on publie aussi les projets d'installation de production. Voilà, donc on a mis les liens dans le support si vous ne le connaissez pas. Oui, j'en profite pour rappeler que le support sera bien mis à disposition. Donc, j'ai des demandes de liens. Donc, les liens seront suivables dans le support. Passe. Oui, donc on a plusieurs questions autour des données de stockage. Alors, il n'y avait pas de questions précises, mais peut-être un petit rappel que l'on peut faire sur où est-ce qu'on peut trouver des données sur le stockage, en commençant par du coup RTE, enfin Audrey, sur Alors les rapidement, éléments. sur le gaz, on retrouve les données de stockage des stockages souterrains de gaz, donc sur Audrey. Alors c'est vrai que les stockages souterrains de gaz apportent beaucoup de flexibilité au système électrique. On est à peu près à 130 Tera, donc un tiers de la consommation de gaz en France qui est stockable. Voilà, je vous laisse poursuivre sur l'électricité. Pour l'ELEC, on a également les données de stockage d'électricité, donc sur Audrey, dans le registre justement des installations électriques. On y trouve le stockage pur et aussi les installations ENR hybrides qui disposent d'un moyen de stockage, donc le champ auquel il faut se référer, la puissance en discharge dans le registre. Juste pour rappel, en fait, le périmètre du registre, c'est 3 types d'installations. C'est la production pure, le stockage pur et les mixtes. Et les mixtes, ça rentre dans le cadre des installations ENR qui disposent d'un moyen de stockage. Ça, pour le coup, on le fiche dans le registre. Mais aujourd'hui, on n'a pas un type qui dit ce type d'installation est de type mixte pour faciliter derrière le travail. Donc, on peut que le déduire via la puissance en discharge qui concerne la partie stockage. Donc, c'est la puissance qui concerne la partie injection une fois elle est chargée à la batterie. Donc, nous, on va travailler avec la DGEC pour afficher un type hybride pour faciliter les travaux, pour au moins pouvoir déduire la partie stockage qui est liée aux installations hybrides. Maud, tu veux compléter? C'est déjà ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, avec le mix, par inédit, j'ai remis le lien quand même dans le chat. On peut avoir des infos par rapport aux modalités de stockage, voilà. Et puis, je vais préciser que dans l'Observatoire français de la transition écologique, on a des indicateurs de stockage qui permettent d'appréhender les données de façon peut-être un petit peu plus simple. Voilà. Merci. Et pour finir sur la partie production, question sur les capacités, notamment l'outil Capareso, réponse Oui. conjointe RTE Enedis. Oui, alors côté RTE, effectivement, on vous invite à contacter directement pour préciser, sur la compréhension des données Capareso, passer par le formulaire de contact via l'IHM Capareso. On sait qu'actuellement, il y a une refonte en cours sur Capareso. Moi, je veux juste apporter quelques précisions qui sont quand même importantes. Aujourd'hui, la comparaison entre Capareso et le registre n'est pas possible parce que dans Capareso, on affiche les puissances et les schémas en vigueur. Donc, c'est le dernier schéma et la dernière puissance en vigueur, alors que dans le registre, on a le cumul des puissances de tout l'historique des schémas y compris le dernier schéma en vigueur, et aussi les puissances qui ne rentrent pas dans le cadre des schémas S3 ENR. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Mais il y a un projet en cours en interne qui rentre dans la refonte de Capareso qui va peut-être se ressourcer des données du registre pour au moins avoir des données cohérentes entre les deux plateformes. Voilà.
Et côté Nedis, peut-être Maud, tu veux compléter? Par rapport à... Alors là, pareil, je ne suis pas expert, donc je vais vous lire ce que l'expert a dit. Donc, il est possible pour un poste source de ne plus avoir à date de la capacité S3RNR disponible. Pour la lecture des données de CAPA Réseau, il y a une capacité globale pour la région, c'est une capacité administrative qui est répartie par poste source. La capacité réservée au titre des S3RNR, celle déjà attribuée et celle liée au projet en cours de développement sont également représentées par poste source sur cette cartographie. Merci. On va passer à un tout autre sujet autour du biométhane et laisser la parole à Carole sur le sujet. Ouais, je vais commencer. Donc, concernant une possible unification avec les données électriques, alors en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque opérateur de réseau va saisir dans une application qui s'appelle le registre, hein. C'est pas tout à fait la même chose que sur l'électricité, mais les installations de production qui sont en projet. Et en fait, on a un ID qui est généré dans le cadre de cette application qui correspond à l'installation. Et en fait, c'est cet ID qui nous sert je dirais, d'identification. Et dans nos anciens ateliers avec les différents observatoires, il nous avait été demandé en fait de vraiment faire ce lien entre l'installation et la production de gaz, de biométhane. Donc en fait, l'ID, on le met aussi bien dans le jeu de données sur les installations biométhane que sur les productions de biométhane pour vous permettre de faire les jointures. Aujourd'hui, c'est pas prévu, je dirais, parce nous, on voit pas vraiment le besoin et ça n'a vraiment pas été spécialement exprimé, à part le fait de l'uniformiser. Donc, on n'a pas prévu de changer, de mettre en place une classification spécifique, hein, comme c'est fait pour côté électricité. On est à l'écoute, hein, s'il y a vraiment un besoin, et on vous fera part s'il y a un changement sur le sujet. Voilà. Concernant les données donc, de biométhane, hein, c'était très complexe de trouver les données de biométhane. Alors, on a fait côté Audrey un observatoire du biométhane qui est assez complet. Je dirais il y a vraiment l'ensemble des données qui vous permettent d'avoir une vision complète à la maille nationale, régionale, en fonction des opérateurs. Et après, on a l'ensemble je dirais, des données nationales sur le biométhane sur Audrey. Donc, il faut filtrer sur production, gaz, et en fait, on a les productions jusqu'à là. Je vais répondre à la dernière question. On a aussi bien les sites en production, donc à la maille du site, hein, et on a aussi les productions annuelles à la maille du site. Alors aujourd'hui, sur les données de 2025 ne sont pas encore intégralement publiées, mais sont déjà faites pour Natran et pour Terega, je crois. Et on est en train de finaliser les productions côté GRDF et côté ELD. Donc, ça ne devrait pas tarder. Mais ça, c'est vraiment à la maille du site. Voilà. Donc, je dirais côté Audrey, vous devez trouver l'ensemble des informations, en tout cas en termes de production, capacité et site. Je vais laisser Thomas compléter sur la partie produits collectés. Tout à fait, Carole, effectivement. Donc sur la partie ressources maintenant, effectivement, les ressources, c'est des données qui sont souvent remontées comme potentiellement intéressantes, hein. En effet, dès qu'on s'intéresse au territoire sur les capacités, on va dire, de production, immanquablement sur la biomasse, remonter à la ressource, c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est des données clairement. Alors moi je fais état de ce que je vois, hein, côté territoire. Ce sont des données qui sont de plus en plus suivies dans certaines régions, mais aujourd'hui à l'initiative notamment des cellules biomasse. Donc ce sont des cellules qui regroupent un certain nombre d'acteurs, notamment généralement les DREAL, les DRADEM en particulier, donc, et forcément les régions qui suivent donc le schéma régional biomasse. Donc il y a certaines régions en France, mais pas toutes, hein, qui collectent ce type d'informations. Souvent c'est des données qui sont collectées par le biais d'enquêtes
Pays de Loire, Bretagne, Normandie font ce genre d'exercice. Donc, c'est des choses également qui vraisemblablement seront remontées via notamment à l'échelle nationale d'un GIS biomasse qui a été donc un groupement d'intérêt scientifique. Oui, c'est ça. Biomasse, donc qui a été créé en 2024 sous l'égide de l'ADEME, hein, qui devrait permettre, je pense, de soutenir le développement de ces nouvelles connaissances. Voilà, il y a des observatoires qui sont en train de se monter sur la question, je pense à Grand Est. Donc, si vous êtes des structures voilà, régionales qui voilà, seraient, ou des acteurs territoriaux qui seraient intéressés par ces questions-là, voilà, prenez contact avec ces cellules biomasse, prenez contact éventuellement avec le GIS biomasse au niveau de l'ADEME pour pouvoir raccrocher, on va dire, les wagons ou en tout cas bénéficier de ces informations-là. Voilà, je poursuis. Oui. La dernière question, c'était répondu. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on passe sur la partie infrastructure et notamment sur la qualité de la donnée. On a une réponse conjointe. Alors, je vais peut-être démarrer puisque j'ai la parole, mais voilà. Donc, des remarques sur la qualité des tracés de réseau transmis en open data avant de laisser la parole à Enedis. Nous, d'un point de vue agence Soré, donc on a les données qui nous sont remontées par les GRD. Je n'ai pas la réponse sur la volonté d'empêcher de reconstruire ces réseaux. Je ne pense pas. En tout cas, ça nous intéresse de comprendre ce qui vous manque ou quelles sont les difficultés rencontrées pour qu'on puisse voir si c'est au niveau des ELD, qu'on puisse voir avec eux comment améliorer la qualité. Maud, tu voulais parler pour Enedis directement? Oui, par rapport à donc effectivement, on a besoin peut-être d'infos un peu plus, d'exemples peut-être un peu plus précis. L'expert a rappelé que les tracés géométriques présentés en open data sont cohérents tant dans leur continuité que dans leur structure. Et il a précisé, une boucle géométrique ne dit rien sur le fonctionnement électrique correspondant qui est à la main de l'exploitant de réseau et dont les caractéristiques peuvent évoluer à tout instant. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. On a peu de questions sur la partie infrastructure. Après, on a eu plusieurs questions d'ordre un peu plus général. Tu peux passer, Thomas, à la suite que j'avais synthétisé voilà, dans la partie besoin. Alors, c'est assez éclectique. Nous avons une première partie sur les déficits de données concernant les unités de micro-hydraulique. Thomas, tu avais quelques compléments là-dessus. Oui, donc j'espère que ça éclairera en tout cas la personne qui a posé la question concernant les données. Donc, c'est effectivement pas fait évident hein, de retrouver les éléments sur les unités micro-hydrauliques. Je précisais juste que ces données sont généralement peu suivies, notamment par leur côté négligeable, en tout cas en termes sur le côté production électrique, mais néanmoins, on peut retrouver, si on gratte un peu, donc la base cendre particulièrement, je pense que si vous êtes intéressé par ce sujet-là, quand même quelque chose qui possiblement peut être exploité. Et après, en fonction effectivement des régions, voilà, vous allez pouvoir éventuellement recontacter également l'observatoire régional, savoir s'il y a des sujets à ce donner-là, des données pardon, à ce sujet-là. Je me souviens moi en particulier d'une étude selon les cas qui avait été menée, mais dans une région. Mais voilà, ça dépend vraiment on va dire de l'investissement qui est donné sur ce sujet, qui n'est pas forcément demandé. Sur la partie bois, donc une question notamment sur, alors j'espère que j'ai bien interprété en tout cas la question sur l'absence de plateforme bois en Occitanie. Moi, j'ai juste rappelé qu'en Occitanie, l'Observatoire régional du bois énergie en Occitanie, donc il existe, hein, il recense l'ensemble des installations bois énergie existantes. Donc depuis 2011 et donc il est géré par l'Urcofor. Donc est-ce que là c'est juste
pas avoir éventuellement vu cet observatoire, n'hésitez pas à prendre contact pour la personne qui a posé la question avec l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, qui est donc l'AREC Occitanie qui le gère. Je peux répondre également sur la partie thermographie aérienne, cadastre solaire. Il y avait des questions. Alors, c'est une question, en tout cas une remarque un peu générale. Je ne suis pas sûr qu'il y a. En tout cas, j'ai pas compris exactement le motif de la question. Sur ce sujet-là, mais je laisserai Enedis compléter. Moi, je précisais juste que ces initiatives cadastres, souvent, sont portées par des collectivités dans le cadre des politiques spécifiques. Alors, je sais que voilà, typiquement en Île-de-France, il y a eu un investissement qui a été apporté par la région Île-de-France, qui a permis en tout cas la mise à disposition d'un cadastre solaire via le plan solaire régional en 2019. Après, effectivement, selon les territoires, on n'a pas forcément accès à des données totalement uniformes à ce sujet. Je ne sais pas si Enedis, vous avez des compléments à apporter là-dessus. Merci. Et pour finir, du coup, sur la partie données uniformisées, on avait une réponse conjointe, enfin Natran d'un côté, Enedis de l'autre. Alors, je vais commencer. Donc, Couverture. c'était par rapport au taux de couverture. Donc, c'était c'était pas une question, mais c'est vrai on propose sur Audrey plusieurs indicateurs sur le gaz renouvelable qui présentent donc le ratio entre la production de biométhane et les consommations de gaz. Ça descend jusqu'à la maille EPCI. C'était pour vous le mettre en visibilité parce que je voyais qu'il y avait des besoins sur les taux de couverture. On en fait une vision mensuelle, une vision annualisée, une vision prospective. Voilà, pour votre information. Et Maud? Oui. Alors nous, on publie un indicateur dans le bilan de mon territoire qui donne le ratio de production sur la consommation sur un territoire donné, donc de production locale sur la consommation du territoire. Voilà, donc ça peut peut-être répondre aux besoins qui est décrit. Très bien. Ok, merci. On arrive au bout des questions qui avaient été posées. Alors, certaines ont été posées et pour nous ne rentraient pas dans le cadre de ce webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter directement ou via donc, le forum des experts si vous avez des questions complémentaires. Peut-être, je ne sais pas si vous avez regardé, je parle aux experts, les différentes questions. On a essayé de répondre quand on a pu aux questions qui étaient sur le chat. Est-ce qu'il y a des réponses que vous voulez apporter en direct suite à ces questions? Je parle à donc nos experts directement. Si on n'a pas répondu, on vous répondra plus tard. C'est qu'il nous faut un peu de temps peut-être pour analyser la question ou on a pu en louper, mais quelqu'un veut-il prendre la parole? Et du coup, peut-être je peux effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai la main, monsieur Lacombe, parce que comme c'est pour tout le groupe, je vais essayer de vous donner la parole. Alors, tac. Autoriser le micro. Je pense que vous devriez pouvoir parler, monsieur Lacombe. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. C'est Oui, le Tout à cas? fait. C'est bon, c'est Super. bon, François. Je pense qu'il y a une question parmi toutes celles qui ont été posées qui mérite une investigation de votre part. Ça a été souligné sur le forum des experts de l'agence Auré et pour des raisons qui ont déjà été en partie expliquées, les données de cartographie des réseaux de transport, notamment d'électricité, ont été supprimées l'année dernière. Il me semble que nous n'avons eu aucune décision administrative relative à cette suppression et elle me semble pourtant nécessaire. Donc je m'interroge sur vraiment le cadre réglementaire dans lequel cette suppression est intervenue parce que quoi qu'il arrive, il faut que nous ayons un arrêté ou un décret qui précise en fait dans quelle mesure on supprime ces données.
qui sont par ailleurs toujours disponibles à certains endroits. Donc, si vous pouvez nous apporter l'information, je pense que ça serait utile pour qu'on s'adapte, tout simplement, puis qu'on comprenne les raisons de cette suppression sur Audrey et puis pas sur les autres points d'accès, quoi. Arnaud Renard là pour RTE. Donc la décision, ça a été une décision d'entreprise, effectivement, suite à des événements, je veux dire, des malveillances qui ont eu lieu sur le réseau. Et donc dans le cadre des missions de RTE, il y a celui de protéger le réseau. Et donc ça, c'est la décision qui a été prise. L'instruction, donc par la suite, on a mis à disposition des cartes, mais moins précises. Donc, c'est effectivement une régression, on va dire, pour la précision des cartes. C'est des points sur lesquels on travaille encore. Trouver un cadre qui permette à la fois de représenter le réseau, mais également de s'assurer des bons usages de la donnée. Mais malheureusement, il faut un arrêté pour ça. Vous avez cet arrêté? En tout cas, il y a d'autres prérogatives qui sont dans les missions de RTE, qui sont également de protéger le réseau. Oui. Monsieur Lacon, je pense que je vous invite à peut-être à contacter à ce moment-là peut-être du coup enfin directement soit justement les intéressés ou peut-être les services de l'État à ce moment-là pour éclaircir ce sujet-là, parce que je pense qu'on va pas C'est fait, mais j'ai pas de aujourd'hui. réponse. Ouais, non, mais ok, très bien. c'est fait, je l'ai bien fait, mais on n'a pas de réponse. D'accord. Ok. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Vous avez un QR code à la fin de cette présentation qui vous permet de nous faire part. Voilà, vous avez aussi le lien HTTPS. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. L'idée est bien de faire des webinaires pour vous. Donc, on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Il y aura un prochain webinaire au mois d'octobre prochain à peu près, mais qui sera celui-là pour les débutants ou ceux qui découvrent en fait les données d'énergie. L'idée étant plutôt là, à ce webinaire, d'expliquer les différentes plateformes, les différentes données d'énergie. Absolument, et puis éventuellement aussi les évolutions au sens les nouveautés. On revient aussi un peu plus sur les nouveautés, Olivier, sur ce webinaire. Tout à fait. Et puis on explique un petit peu comment fonctionnent les portails, où trouver la donnée et comment l'utiliser, comment la récupérer. En tout cas, je voulais remercier tout le monde, tous les experts qui ont répondu et qui ont participé à ce webinaire. Et puis merci à tous ceux qui se sont connectés et ont posé des questions. Oui. On vous apporte les réponses le plus rapidement possible. Absolument, merci Olivier, merci à tous. Et effectivement, Merci. on vous invite à nous, à surtout répondre aux questionnaires. Ça nous intéresse pour effectivement qu'on puisse s'améliorer. Et puis n'hésitez pas à questionner toutes les personnes qui ont apporté des réponses aujourd'hui par rapport à des questions qui n'auraient pas pu être posées à l'issue de ce webinaire. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, bonne journée.